Donc, on vous propose ce temps d'échange et de débat sur le thème « Une recherche scientifique compatible avec les limites de la planète », qui va se faire en 3 temps. Alors, avant de lancer un peu le moment de débat, juste une petite intro pour replacer un peu ce moment dans les activités de sciences citoyennes. Donc, sur les 3 temps, j'y reviendrai juste après. Les activités de sciences citoyennes sur ces questions d'une recherche scientifique compatible avec les limites de la planète. Sciences citoyennes, c'est une association qui a aujourd'hui, est dans sa 20e année, qui a été fondée autour de 3 piliers. Premier pilier, l'élaboration démocratique des choix scientifiques et techniques. Le deuxième, la stimulation de la responsabilité et de la liberté d'expression au sein de la recherche. Et le troisième, l'accroissement des capacités de recherche et d'expertise de la société civile. Donc, vous allez voir qu'on va retoucher un peu ces 3 piliers au sein de ce débat. La question de l'orientation des choix de recherche, c'est quelque chose que l'association travaille depuis longtemps, et notamment par ce bouquin qui est paru en 2010, qui s'appelait Laboplanète, rédigé par 2 membres de Sciences citoyennes, dont Jacques Testard, de droite, Catherine Bourguin et Agnès Sinaï, qui expliquait déjà en 2010 comment, parce qu'il se faisait dans les labos, mais aussi parce qu'il ne se faisait pas dans les labos, par la science faite et la science non faite, quelque part, on était verrouillé, on commençait à verrouiller des futurs et non possibles. Ouais, je ne vous entends pas. Ces choix qui étaient faits dans les labos étaient très obscurs, faits sans débat, de manière non démocratique. Et c'est vraiment une réflexion qu'on porte depuis longtemps dans l'association. Et vous allez voir qu'on va y retrouver, qu'on va y revenir, et qu'on va refaire un bilan avec ce débat aujourd'hui dans la première présentation. Le deuxième élément que je voudrais rappeler un peu dans ces 3 piliers, c'est qu'en 2015, l'association a réfléchi, a publié ce manifeste pour une recherche scientifique responsable, expliquant bien qu'un grand pouvoir, une grande connaissance va aussi avec une responsabilité, et que cette responsabilité allait attendre de la part à la fois des chercheuses et des chercheurs individuellement, mais aussi des institutions. Et donc, on est vraiment dans la continuité de ce travail, de cet axe, de ce pilier qui vise à développer et l'engagement et la responsabilité des scientifiques et des institutions de recherche. Alors, on est dans ce contexte, en gros, où on essaye de promouvoir à la fois un engagement des chercheurs en dehors des activités de recherche. Bienvenue sur Zoom. Veuillez entrer votre identifiant de réunion suivi du signe dièse. Press 0 to choose English. Et donc, juste pour lancer le débat, je voudrais revenir sur quelques chiffres sur une enquête qui a été publiée en 2020 par un collectif qui s'appelle Labo 1.5 et qui, pour moi, quelque part, change la donne, et je vais vous expliquer pourquoi. On est dans ce débat où on essaye, quelque part, de réorienter l'outil de recherche. Et donc, pour ça, il faut s'intéresser aux personnes qui font cette recherche, donc les chercheuses et les chercheurs. Et on a le sentiment, on a essayé au sein de l'association de convaincre pendant longtemps les chercheuses et les chercheurs qu'il y avait une crise environnementale et sociale et que les directions qui étaient à prendre n'étaient pas les bonnes. Finalement, ce sondage qui a été publié en 2020 par le collectif Labo 1.5, il est assez intéressant. Donc, il a été mené sur 5000 personnes, personnel recherche affiliés à une unité du CNRS. Et à la première question, si les choses continuent au rythme actuel, alors nous allons bientôt vivre une catastrophe écologique majeure. Les termes sont assez forts. Si les choses continuent à rythme actuel, nous allons… Donc, je reviens là. 90% des personnels d'une unité CNRS dans cette enquête répondaient favorablement, donc plutôt tout à fait d'accord à la proposition. Si les choses continuent au rythme actuel, nous allons bientôt vivre une catastrophe écologique majeure. L'autre point, c'est la 4e ou 5e barre que vous voyez là. À la affirmation, la décroissance est nécessaire pour faire face aux enjeux environnementaux. Vous avez presque 60% d'avis positifs. Tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. Et donc, finalement, on est dans ce terrain-là où, quelque part, la perception de la crise écologique est vraiment très prégnante dans le secteur de la recherche et les visions plutôt décroissancistes ont gagné du terrain. On est dans un territoire conquis à ce niveau-là. Le corollaire, c'est que, la partie un peu… la contradiction là-dedans, c'est que, on va le voir, et ça, c'est la deuxième, c'est aussi une partie de la présentation, c'est que pour autant, les politiques de recherche sont toujours orientées vers des objectifs croissancistes. Et donc là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a quelque part un facteur de dissonance cognitive très, très fort dans la communauté de la recherche, qui est certes toujours un peu à l'image du hamster dans sa roue, pressé pour publier, pressé par des injonctions administratives, scientifiques de compétition et autres, mais qui en tout cas ne se retrouve plus
dans cette grande orientation des projets de recherche. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui change un peu la donne. Et on va en reparler aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est quand même un terrain favorable pour les propositions qu'on va porter, et notamment la proposition de redirection des projets de recherche. Ce sera la deuxième partie de cette séquence de discussion-débat. Et la troisième partie, c'est aussi que cet état de fait, cette dissonance cognitive, le fait que la décorrélation, en tout cas de la perception des personnels de la recherche avec les grandes orientations de la recherche, elle nourrit aussi tous les collectifs de recherche engagés sur des questions environnementales. Et ça, on en reparlera si je vous parle de Labo 1.5, des mouvements des atécopoles ou des écopoliens, d'un mouvement plus récent qui s'appelle Scientifiques en rébellion, de sciences citoyennes aussi. C'est tout ce vivier, tous ces mouvements qui articulent des modes d'action différents vont quelque part être nourris de ce sentiment, ce qui nourrit aussi un sentiment de perte de sens dans le métier de la recherche scientifique. On peut passer à la dernière diapo. Il est juste que l'annonce un peu. Donc, sur ces 2 heures, on vous propose dans un premier temps de faire un état des lieux des politiques de recherche à la fois au niveau français et européen, justement pour revoir un peu comment sont décidées ces orientations de recherche et en vue de quel but, de quels horizons. La deuxième partie, on va vous parler d'une initiative conduite par Sciences Citoyennes avec d'autres collectifs sur l'orientation citoyenne démocratique de ces projets, de ces programmes de recherche. Et enfin, on aura un moment de discussion-débat justement autour des différents modes d'action qu'on pourrait articuler pour faire évoluer à la fois la recherche et à la fois les combats sociaux et environnementaux qu'on a envie de mener à la fois au sein de Sciences Citoyennes et dans cette coalition de forces qui est en train de s'articuler. Voilà, j'en ai fini. Merci Kevin. Donc je propose d'enchaîner assez vite sur une présentation qui concerne donc, du coup, la première partie de ce débat qu'on a proposé sur un état des lieux des politiques de recherche à la fois à l'échelle Europe et France. Voilà, que dire d'autre que j'ai la lourde tâche de présenter ça et que, en plus, je vous commence pour vous dire, c'est un sujet complexe. Donc là, j'ai repris un slide de la Cour des comptes qui essaie de décrypter le panorama des acteurs de la recherche, de la valorisation et de l'innovation. Donc, c'est intéressant, ça permet, c'est une vulgarisation en quelque sorte. Donc, je vais essayer d'être un peu plus synthétique que ça, mais pour dire que c'est un sujet extrêmement complexe. Est-ce qu'il est complexe volontairement ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dur de s'y retrouver et donc c'est dur de comprendre qu'est-ce que sont les politiques de recherche à l'heure actuelle. Donc, pour faire plus simple, dans le slide d'avant, apparaissait le principal poste de dépense de l'État français sur la recherche, c'est ce qu'on appelle la mission interministérielle de recherche et d'enseignement. Donc, c'est ce qui finance les institutions, CNRS, CEA, INSERM ou autres, également les universités, également l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Et ça représente 15 milliards d'euros à peu près annuels. Chaque année, l'État français dédie cet argent à la recherche. Elle dédie aussi beaucoup d'argent en aide fiscale avec le crédit impôt recherche qui s'accroît d'année en année, qui représente désormais à peu près 8 milliards d'euros. Et puis, depuis quelques années, depuis 2010, il y a des plans d'investissement qui ont été votés en France pour faire de la relance économique et dont une partie est dédiée à la recherche. Donc, il y a une partie seulement qui est vraiment étiquetée recherche. Et donc, moi, j'ai essayé d'estimer sur le fait que ça représente à peu près 1 milliard d'euros chaque année qui va dans les labos au titre des plans d'investissement, le dernier en date s'appelant le PIA 4 et France 2030 dont on reparlera juste après. Donc ça, c'est on va dire les gros, ça représente à peu près 7% du budget total de la France qui est dédié à la recherche. Si on regarde un peu plus, qu'est-ce que ça finance concrètement? Pour le CIR, le crédit impôt recherche, qui est fortement décrié par beaucoup d'observateurs, y compris la Cour des comptes ou autres. Le crédit impôt recherche, l'aide fiscale, ça va pour la moitié des fonds aux grandes entreprises françaises. Et les bénéficiaires en termes de thématiques, c'est d'abord l'industrie électronique, puis l'industrie pharmaceutique, puis l'industrie automobile et également sur les services, l'informatique. Donc, ça veut dire qu'en gros, si vous dépensez 100 et que vous avez, dans une entreprise, vous dépensez 100 € et que vous pouvez labelliser recherche, il y a 30 € qui vous est reversé par l'État au titre du CIR. Et
les plans d'investissement, alors le PIA 4, le plan d'investissement, le 4e qui a été voté, ça représente 20 milliards d'euros sur 5 ans. Et en 2021, il y a eu, on s'est dit, bon, on va rajouter encore plus d'argent là-dessus. Et donc, il y a un plan nouveau qui a été voté, qui s'appelle France 2030, qui a été voté en 2021. Et France 2030, il est centré sur 10 projets industriels, donc, qui concernent le nucléaire, l'hydrogène, l'automobile, l'aviation, l'agroalimentaire, la pharmacie, le numérique, le spatial et l'eau profonde. Pas complètement en lien avec la transition écologique, mais eau profonde. Pour aller explorer. Extraction, ouais. Après, sur le gros paquet qui va de la mission interministérielle de la recherche, les 15 milliards, on a assez peu d'infos du ministère de la Recherche sur concrètement qu'est-ce que ça finance, où va cet argent. On a eu au sein du conseil d'administration de Sciences citoyennes des gens qui ont bossé sur ces sujets-là, et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre exactement là où ça va. Donc là, il y a ce que communique le ministère de la Recherche, c'est le tableau suivant, le graphe suivant. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont vers les sciences du vivant. Donc les sciences du vivant, c'est biolo, biotechnologie, voilà, sciences naturelles, c'est physique, maths, des choses comme ça. Et après, il y a voilà, environnement, etc. etc. Donc, c'est un peu difficile à voir exactement ce que ça représente. Ce qu'on a fait rapidement, c'est une analyse textuelle des projets soutenus par l'Agence nationale de la recherche depuis 2010 sur certains mots-clés. Donc, et donc là, c'est en ordre croissant d'occurrence dans ce qu'on a cherché. Ce qui apparaît très souvent dans les titres des projets soutenus par l'ANR, c'est les mots génétique, numérique, quantique, capteurs, nanoparticules, nucléaire, robots, intelligence artificielle. Et puis, plus ça va, moins ça apparaît. Par exemple, la question du citoyen, la question de la démocratie, la question des communs, la question des besoins, qu'est-ce que c'est le métier d'agriculteur ou qu'est-ce que c'est la sobriété, les low-tech, ça apparaît beaucoup moins. Donc, j'ai mis en comparatif… Ah, excusez-nous. Ça, voilà. En comparatif, j'ai mis ce qui apparaissait dans une stratégie alternative de recherche sur laquelle on a travaillé, qui s'appelle Horizontaire, dont on parlera un peu plus après. Au niveau Europe, le budget que ça représente, la recherche en Europe, c'est 95,5 milliards. Donc là, c'est pour 6 ans. C'est des plans qui sont votés pour 6 ans. C'est 8% du budget de l'Europe. On voit que les plans, les programmes de financement de la recherche, ils sont de plus en plus gros au fur et à mesure des années et des programmes. Quand on regarde les bénéficiaires de cet argent dédié à la recherche, pour 50% des fonds, ils vont aux entreprises privées. Et il y a en comparatif, donc le reste va aussi aux institutions de recherche, aux universités, etc. Mais si on compare dans le secteur privé, il y en a 50% qui vont dans les entreprises privées et 3% vers les associations dites… donc la sphère plutôt privée non marchande. Donc, on voit qu'il y a clairement des fonds qui sont dédiés à soutenir la recherche qui est opérée dans le secteur privé marchand. Si on regarde en France, qui a été, lors du précédent programme de recherche européen le plus financé, c'est-à-dire la France est très attentive sur à combien elle reçoit en retour de l'Europe par le biais de ce programme. Et donc, il y a une liste des bénéficiaires français. Donc, il y a évidemment le CNRS, le CEA, l'INSERM, donc les grandes institutions françaises de recherche qui reçoivent énormément de fonds d'Horizon Europe parce qu'ils répondent à des appels à projets. Et dans les entreprises françaises qui apparaissent dans les classements des 30 premiers, il y a Thales, Airbus, Safran, EDF, ST Microelectronics, Atos et Dassault. Donc, je ne sais pas si tout… Voilà, Thales, Safran, etc. On est vraiment sur l'aéronautique, l'armement, les microélectroniques, etc. Donc, on est sur une certaine forme d'entreprise. Le CNRS, l'INSERM, c'est fléché sur des programmes précis ou c'est… En fait, du coup, il y a un budget général, puis ensuite saucissonné en plein d'appels à projets. Et après, tu réponds. Donc, l'INSERM, chaque année, doit répondre, je ne sais pas, à des milliers d'appels à projets. Chaque labo répond à des appels. Et donc, non, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est la somme totale de ce que le CNRS reçoit par ce biais-là.
Alors, et du coup, je n'ai pas présenté Sylvain qui est avec moi parce que j'essaie d'aller vite, mais on est deux à avoir préparé ces slides et donc Sylvain a quelque chose à en dire. Voilà. Bonjour à tous, je suis content d'être parmi vous. Juste pour préciser, donc moi j'ai effectivement participé à Horizontaire, donc c'est pour ça qu'on en arrive là. Puis je participe aussi à des campagnes en particulier pour le ferroviaire, donc sur le côté mobilité. Et donc là, ce qu'on essaye de faire aussi avec Aude, en plus de cette présentation, c'est de faire une présentation à peine simplifiée pour le grand public. Et on essaye de trouver des exemples clairs pour réussir à convaincre tout le monde, et en particulier convaincre les parlementaires, les députés, les sénateurs, qui eux, on a souvent tendance à considérer qu'ils sont omniscients. Merci de couper les micros quand on ne parle pas, s'il vous plaît. Ouais. Et donc, voilà, on a souvent tendance à considérer que les députés sont omniscients, omnipotents, et en fait, il y a un retour. Merci Jean-Marc, si tu peux couper ton micro. Donc, du coup, en fait, non. En fait, ils ne sont pas du tout omniscients et il faut vraiment réussir à leur expliquer avec des exemples clairs. Donc là, on essaie de prendre quelques exemples. Et à la fin, on vous indiquera même comment faire de même, vous inviter à participer aussi à convaincre vos parlementaires. Donc, par exemple, on peut considérer l'exemple de l'agriculture bio, que si elle avait été vraiment orientée dans les priorités de recherche dans les années 50-60, on aurait pu avoir un tournant et on aurait pu avoir effectivement une bifurcation assez intéressante dans le passé qui a tardé, puisque le bio se développe avec beaucoup de décennies de retard. Et puis la même chose, on aurait pu prendre un exemple avec les énergies renouvelables, où on aurait pu avoir beaucoup plus de recherche dans les années 80 et qui aurait pu permettre d'accélérer les choses. On essaie de faire comprendre aussi voilà, la flèche du progrès technique, comme la croyance que le progrès technique, c'est que ça suit une voie unique sans bifurcation. Et bien, ça veut dire que en fait, il n'y a pas besoin de débat. Donc, effectivement, dans la pratique, quand on discute avec les parlementaires, dans la pratique, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale, puisque, en fait, finalement, les budgets sont fléchés par les experts sans passer par le débat parlementaire ni par le débat citoyen. Voilà. Donc, du coup, après, on a aussi d'autres phénomènes qu'on essaye de décrire, en particulier tous les effets d'annonce high-tech, en fait, qui concentrent en fait, aussi bien l'attention que les financements sur des solutions très onéreuses et puis qui retardent l'action vers les solutions plus simples et plus low-tech ou plus citoyennes. En particulier, juste un exemple, en 2015, l'industrie automobile a promis que les voitures feraient 2 litres au 100 en 2020. Et donc, et ainsi de suite. Après, c'était la voiture électrique, la voiture autonome, la voiture hydrogène. Et donc, pendant tout ce temps-là, en fait, c'est des milliards d'euros de financement qui vont sur l'automobile, en fait, et qui sont, mais dans le même temps, les solutions plus vertueuses que peuvent être le vélo, le ferroviaire ou d'autres choses, elles sont toujours reportées dans le temps et insuffisamment financées. Voilà. Je remets le son. Pourquoi on arrive à ce type quel est le processus politique qui en arrive à justement ce qui est pas de débat sur le fond des politiques de recherche et que ça soit plutôt des thèmes très industriels, très technophiles qui soient financés et pas d'autres types de sciences. Donc, je remets là juste, on va aller vite parce que sinon, ça va être… voilà, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Tu me posais la question sur le CNRS qui reçoit. Donc, tous les programmes de recherche, c'est un grand ensemble. Ces programmes de recherche en Europe sont régis par le traité constitutionnel et en particulier la justification politique des programmes de recherche. Il dépend de l'article 173 du traité pour l'Union européenne qui concerne l'industrie. C'est-à-dire qu'avant tout, les programmes de recherche sont là pour favoriser la compétitivité industrielle des entreprises européennes. Donc ça, c'est le cadre légal de quel se réclame le programme de recherche. Ensuite, avant chaque nouveau programme de recherche, il y a toute une phase d'élaboration de ces politiques. Donc, avant Horizon Europe, dans les années 2017, 2018, 2019, il y a des prises de positionnement politique qui émergent, des rapports qui sont commandés par l'Union européenne, la Commission qui s'imprègne de ce qu'elle entend pour ensuite rédiger le programme de recherche.
Donc ça, c'est un peu de ce que j'ai décrit là. On a des rapports, on a les positions nationales qui s'expriment, on a des tribunes, des papiers de positionnement, et la Commission européenne essaie de faire une synthèse de ça. Et puis ensuite, il y a le Parlement européen qui vote, qui a voté à plusieurs étapes, mais qui a fait la dernière adoption du programme de recherche en avril 2021. Et ensuite, ça donne lieu à une planification stratégique et aux appels à projets, avec des milliers d'appels à projets auxquels il faut répondre et qui répondent à des critères d'évaluation, et on est retenu ou pas. Et ensuite, on a des projets qui doivent répondre à certaines demandes. Pour revenir juste sur la phase justement d'avant l'élaboration de la politique de recherche par la Commission, la phase que je décrivais avant Horizon Europe de 2017-2018, et ben donc je parlais de certains rapports. Donc il y a eu un rapport important en 2017 qui était le rapport appelé rapport Lamy, parce que c'était Pascal Lamy qui le chapeautait. Et donc là, il y a 12 auteurs qui sont commandités par l'Union européenne pour produire leur bilan et leur vision pour la suite. Donc dans les 12 auteurs, il y a quand même une personne de l'industrie chimique, une personne de l'aérospatiale, une personne de l'industrie numérique, une personne de... Donc, on a une certaine coloration de ce qu'ils peuvent produire. Donc, on a vraiment un rapport qui a un fort marquage technophile de ce qu'ils avaient appelé, ils s'étaient auto-appelé le High Level Group. Et après, il y a, voilà, dans chaque pays d'Europe émerge une position nationale. Donc en France, parce que c'est la partie que nous on connaît, cette position nationale est rédigée par le ministère de la Recherche. Après des échanges, le ministère de la Recherche organise en son sein des groupes thématiques nationaux sur chaque domaine, santé, agriculture, etc. Donc ces groupes thématiques nationaux, en gros, ils sont composés des gros industriels dans le domaine et des grosses institutions dans le domaine. Par exemple, en santé, on va trouver l'INSERM, mais aussi Aventis, Sanofi, etc. Donc, les gros pourvoyeurs de recherche dans les domaines. Nous, on connaît un peu le fonctionnement parce qu'on était dans un GTN qui s'appelait qui était sur un défi Science with and for Society, mais qui n'existe plus. La composition des GTN n'est pas rendue publique. Le ministère de la Recherche ne veut pas le rendre public, et pour autant, c'est eux qui, en quelque sorte, aident à fournir la position nationale de la France. Et ensuite, chaque position nationale est remontée à Bruxelles, et puis ils prennent en compte ah oui, il n'y a pas assez d'appels à projets sur, je ne sais pas, le véhicule autonome qu'un tel veut promouvoir. Bon, ok, on va en rajouter. Et puis, il y a aussi les lobbies habituels qui œuvrent sur toutes les politiques européennes, mais y compris sur les politiques de recherche. En 2017 ou 2018, il y avait un papier de positionnement de 93 associations européennes. Enfin, quand je dis associations européennes, c'est des lobbies, c'est des regroupements, des lobbies industriels, les lobbies des semenciers, les lobbies du plastique, de l'industrie fossile, etc., qui disaient il faut vraiment plus d'argent pour Horizon Europe, c'est très important, on en a besoin. Donc voilà, c'est quelque chose qui apparaît, une politique qui apparaît comme neutre, qui ne l'est pas du tout. Et pourquoi on mentionne ça aujourd'hui? Parce que la préparation du prochain programme, qui va s'appeler FP10, va commencer probablement bientôt. Donc on pense que c'est important d'avoir ça en tête et de ne pas laisser faire les habituels acteurs. Qu'est-ce qui se passe en France? On a un peu le même décomposition, avec évidemment une constitution, des politiques françaises qui vont s'exprimer dans les plans d'investissement dont j'ai déjà parlé, et puis ensuite des votes au Parlement français. Donc les votes ne sont pas tous les 6 ans comme en Europe, en France, mais on a plutôt un vote chaque année sur le projet de loi de finances et un détail spécifique sur les politiques de recherche. Et donc il y a beaucoup d'infos qui se trouvent dans ce qu'on appelle le jaune budgétaire sur les politiques de recherche. Il y a des amendements qui sont votés sur France 2030. Il y a eu la loi de programmation de la recherche qui a été votée en novembre 2019, qui au final parle assez peu de stratégie de recherche. Et puis ensuite, ça donne appel soit à des financements récurrents dans les labos, soit à des financements ponctuels dans les appels à projets de l'Agence nationale de la recherche. Donc, en France, autant l'Europe a au moins l'intention, en tout cas des déclarations politiques, de dire qu'il faut absolument impliquer les citoyens dans la programmation de recherche, autant la France, c'est encore, il n'y a rien. Il y avait une stratégie nationale de recherche qui avait été faite il y a quelques années, qui n'a pas été évaluée, et puis on n'en a plus entendu parler, elle a été enterrée, puis elle n'a pas été reprise par la suite, une fois que le précédent programme a été fini. Sur France 2030, donc ça représente 34 milliards d'euros qui a été voté en 45 minutes
novembre 21. Donc, il y avait les Échos qui titraient « C'est l'amendement le plus cher de la Ve République ». Donc, vraiment, c'est quelque chose de structurant pour nos sociétés, mais qui n'est absolument pas discuté. Et dans la loi de programmation de recherche, donc il y a deux, trois éléments sur les stratégies de recherche que je n'ai pas repris ici, mais il y a 2-3 trucs. Et surtout, il y a la promesse de la mise en place d'un débat citoyen sur les orientations prioritaires de la politique de recherche. Pour l'instant, il n'y a rien qui émerge concrètement de cette promesse. Je laisse la parole à Sylvain. Oui, donc voilà, c'est Sylvain à nouveau. Donc effectivement, en fait, ce qu'on aimerait vous encourager à faire, tous ceux qui le veulent, hein, les chercheurs, étudiants, ONG, citoyens, c'est de rencontrer vos parlementaires, c'est-à-dire députés, sénateurs, puisqu'en fait, les sénateurs, les parlementaires, c'est eux qui ont le rôle de contrôler l'exécutif. Et quelque part, ils sont aussi déjà fortement mobilisés contre cette tendance à en fait prendre les décisions sans débat démocratique, en fait, sans débat parlementaire, par exemple. Donc, c'est ce qui est tout à fait le cas ici. Là, on est vraiment dans un angle mort de la démocratie où il y a des gros budgets, on a vu, hein, des gros budgets qui peuvent faire 7% du budget de l'État ou 35 milliards ou des choses comme ça, qui ne sont pas débattus démocratiquement sur le fond. Donc, du coup, j'ai testé pour vous hier, hein, parce que je suis allé voir ma députée. Je vais présenter un diaporama à peu près le même, à peine simplifié, mais on essaye avec Aude de faire un diaporama qui soit très facile à présenter. Et effectivement, ça peut convaincre. Donc, du coup, il s'agit, si on arrive à mobiliser un certain nombre de chercheurs qui vont mobiliser, qui vont voir leurs députés, qui eux-mêmes seront très contents en fait de rencontrer enfin autre chose que tous les lobbyistes qui attendent devant leur porte. Donc, il y a moyen vraiment de mobiliser, donc de lancer le sujet de, effectivement, les orientations de financement de la recherche au Parlement français, mais et aussi européen. Et donc, avec des demandes, hein, une des demandes, c'est de créer des conventions citoyens, des conventions citoyennes pour élaborer le prochain programme de recherche européen. Et au niveau français, au moins que 10% du budget de la recherche publique soit fléché par les conventions citoyennes, donc ce qui sera le sujet qui vient juste après. Et puis ensuite, donc, il y a des choses très, très faciles que peuvent faire les parlementaires, en particulier de poser des questions, écrites hein, au gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui marche assez bien et qui permet de rebondir ensuite. Et puis, le manque de transparence qui a été dénoncé, ça, c'est quelque chose que les parlementaires adorent faire, de dénoncer le manque de transparence et d'essayer de faire avancer ces questions. Donc, voilà. Et donc, au niveau individuel, effectivement, chacun peut faire ça, hein, prendre rendez-vous avec son député. On peut aussi tout simplement signer la pétition. Et donc, on a un petit lien ici hein, pour les personnes qui veulent s'inscrire comme relais local pour aller voir leurs députés sur leur territoire. Si vous vous inscrivez, d'ici quelques temps, on fera un petit webinaire pour expliquer comment ça marche. Et puis, ça permettra un peu de lancer le sujet, parce que le sujet ne va pas se lancer tout seul s'il n'y a pas une mobilisation citoyenne. Voilà, merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci. Donc, on l'a vu, hein, le processus, en tout cas, est assez complexe, tant à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale. La grande voie qui manque hein, dans ce processus, c'est la voie citoyenne. Donc, le principe des assos comme Science Citoyenne, c'est à la fois de proposer une critique, mais aussi de faire avancer des propositions. Et on va arriver dans ce deuxième volet où justement, en lien avec plusieurs autres collectifs, Science Citoyenne travaille depuis quelques années à une contre-proposition, à la façon de faire émerger, de faire remonter les voix des citoyens, des collectifs autres que des collectifs industriels ou marchands dans ces stratégies d'orientation de la recherche. Et c'est le sujet de ce deuxième point. Tu as ma place, François? Non, c'est bon. Okay. Pas de diapo. Tu en veux des diapos? J'en ai à foison. Je peux en mettre. Oui, donc c'est cette dynamique dont parlait Kevin, c'est la dynamique horizontaire donc, que vous avez pu voir dans quelques diapositives.
donc qui a été une proposition pour s'engager dans quelque chose de constructif et faire des propositions aux députés et à la société globalement. Donc une démarche de faire des propositions d'autres questions de recherche mieux adaptées à nos besoins, aux besoins de la société civile, à l'intérêt général, pour sortir justement de questions de recherche qu'on trouve trop orientées par des impératifs économiques et par donc une sorte de solvabilité de la recherche. Donc c'est une démarche à l'initiative effectivement de Sciences citoyennes, d'Ingénieurs sans frontières et de la Técopole, donc l'atelier d'écologie politique, qui a démarré en 2019 et qui a essayé de former donc sur pas mal de thématiques qui forment des enjeux de société, donc l'alimentation, l'agriculture, l'énergie, l'habitat et la santé. Donc on brassait déjà très large. Donc on a fait 3 groupes de travail qui regroupaient ces thématiques-là. Et dans chaque groupe, on a invité 30 à 40 personnes avec des compétences, une expertise, et pour avoir une pluralité de points de vue, donc d'associations, d'universitaires, de citoyens avec aussi une expertise. Et donc, chaque groupe a commencé à travailler en 2019 sur cette thématique. Donc, c'est tombé début 2019, donc on était bien motivés, bien lancés. Évidemment, le confinement, le Covid est passé par là, donc ça a rendu quand même l'activité très, très compliquée. On est passé comme tout le monde en visio. Le travail et les échanges ont été quand même nettement ralentis, les interactions largement compliquées. Mais ça s'est maintenu, ça fait 4 ans maintenant. On a réussi à se rencontrer dans les petits intervalles qu'on nous autorisait. Et donc voilà, 4 ans d'efforts collectifs, 150 contributions citoyennes, puisqu'on a commencé à rédiger, chaque groupe a rédigé sa partie en brassant vraiment très large. Bon, moi, je suis agronome, donc je ne me suis pas présenté. Donc, je faisais partie de ce groupe de travail sur agriculture et alimentation, et on a essayé vraiment de travailler sur toutes les questions qui nous semblaient importantes en agriculture et alimentation et qui étaient des sujets un peu orphelins dans la recherche et dans la programmation de la recherche telle qu'elle est vue par l'Europe aujourd'hui ou à l'échelle nationale. Donc, il y a énormément de sujets qui sont orphelins dans toutes les thématiques. Donc, on a souhaité, alors évidemment, c'est pas exhaustif, mais on a souhaité prioriser et donc faire cette proposition-là, et on a soumis ce travail-là à tous nos réseaux, une fois que cette rédaction a été faite, à tous nos réseaux beaucoup plus largement pour enrichir, compléter, corriger les propositions qu'on avait faites. Donc, ça a vraiment été un travail collectif et pluriel qui a abouti donc à 434 propositions de recherche regroupées dans, je pense, c'est pas ce rapport-là, non, c'est un autre, qui a été imprimé, qu'on proposait de faire circuler pour que vous puissiez voir un peu la structure, la teneur du document. On sait que c'est des trucs. Et voilà, n'hésitez pas à le faire circuler, ce petit bébé, ce gros pavé. Et puis à la noter, même éventuellement, s'il y a des choses qui vous bloquent, que vous auriez envie de compléter, de corriger, n'hésitez pas à la noter pour qu'on puisse aussi continuer à l'améliorer et à l'enrichir. Et effectivement, la proposition un peu phare en fin de projet, donc on a terminé ce travail-là en fin 2021, je dirais. 2022, on a été sur une phase de faire connaître, de faire un peu la promotion et le plaidoyer de ce travail-là vers des structures partenaires, vers des structures politiques pour qui s'emparent de ce travail-là et qu'on puisse le porter un peu plus loin et notamment à l'Europe. Et une des propositions phares, c'est effectivement pour essayer d'avoir quelque chose de concret pour démarrer l'échange, c'est de dire on propose à l'Europe que 10% du budget habituellement décidé par l'Europe soit réservé à des choix, des questions de recherche discutées et décidées par un collectif de citoyens via les conventions de citoyens, qui est un outil ancien proposé par Sciences citoyennes, pour que véritablement ces 10% soient utilisés à des fins d'intérêt général sur les questions alimentaires, mobilité, santé, etc.
Et 10%, voilà, on s'est dit, c'est à la fois pas beaucoup sur les milliards, enfin sur les 100% de budget, mais vu les milliards en jeu, ça représente quand même un petit pactole. Donc on s'est dit, on va commencer avec 10%, et s'ils nous donnent 1%, peut-être qu'on sera déjà bien content pour démarrer, mais voilà, on est toujours un peu ambitieux. Mais voilà, ça nous permettait d'accrocher un peu sur les réseaux sociaux ou ailleurs, de dire, voilà, c'est que 10%, mais si les citoyens se réapproprient un peu les questions scientifiques et la société de demain avec la recherche d'aujourd'hui. Voilà, donc vous avez pas mal d'outils qui sont à disposition. Il y a la pétition pour faire reconnaître la place des citoyens dans les choix et les orientations scientifiques. Vous avez plein de comptes Twitter pour les différents sujets qui ne demandent qu'à vivre, et puis tous les documents sur Horizontaire. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Parfait. Merci. N'hésitez pas encore à consulter le document. Il est disponible en ligne, le document? Et tout est disponible en ligne, ouais. Sur le site. Il y a un site Sur le qui site, est ouais. horizon-terre.org. Il y a un renvoi sur le site de. Oui, il y a un renvoi sur le site de Sciences Citoyennes. Oui, il y a un renvoi. Donc, il y a déjà eu, je ne sais plus exactement son titre, mais un politique belge qui est trouvé à peu près un peu par hasard sur ce travail d'Horizontaire, qui a été très intéressé. Si vous pouvez nous rappeler qui est ce politique belge? Non, c'est pas un politique belge, c'est un bailleur de la recherche belge. Voilà, juste pour, oui. Il y a un programme de recherche en Belgique du ministère de Bruxelles qui a été hyper intéressé par ce qui est sorti du travail collectif Horizontaire Santé, en disant pour une fois, on sort un peu des sentiers battus de ce que nous, on ressasse toujours en termes de thématiques. Et donc, il va essayer de lancer il est en cours, là, si ça vous intéresse, s'il y a des gens qui viennent de Belgique. Il est en train de lancer un processus équivalent en Belgique et du coup, qui sera directement en lien avec des appels à projets, puisque c'est lui, pour le coup, là, nous, on a fait ça, nous, parce qu'on pense que c'est utile, mais on n'était pas mandaté par le ministère de la Recherche, on va dire, mais lui, le processus de fabrication d'une stratégie alternative de recherche va donner lieu à des financements de recherche alternatifs par la suite. Okay. Donc, avant de prendre quelques questions-réponses, on a peut-être la contribution d'Isabelle Stengers sur la question, sur le sujet. C'est un sujet nouveau pour moi parce que je n'ai pas participé à Horizontaire, mais ce que je me demande, c'est une contribution interrogative, c'est est-ce que les citoyens seront plus actifs ou plus, comment dirais-je, plus à leur affaire, à décider qu'il faut aider ça, mais après, ils ne savent pas très bien comment ceux qui bénéficient de cet argent vont s'y prendre. Parce que on connaît la facilité d'étiquetage des projets. Donc, ou si, et ce n'est pas exclusif, les citoyens ne sont pas très habilités à poser